Bonsoir, bon après-midi. Alors, je suis contente de vous retrouver pour cet elevator pitch avec les startups qui seront cette année aux Assises de la cybersécurité. 8 startups vont venir pitcher, présenter leurs solutions, leurs technologies, leurs innovations. Donc un temps assez court pour chaque pitch et à la fin vous pourrez poser des questions. Donc pour poser des questions, on a des micros dans la salle, mais c'est pas facile parce qu'il faut se déplacer. Vous avez compris que on pouvait pas les passer de main en main avec les mesures sanitaires. Et sinon, une autre solution qui marche pas mal, c'est vous pouvez poser des questions via Klaxoon. Donc je vous invite à enregistrer le code ou à le taguer. Si vous avez l'appli Klaxoon, c'est très simple. Si vous n'avez pas l'appli, vous pouvez le mettre sur le navigateur. Donc, je suis très contente de pouvoir recevoir ces 8 startups qui sont l'emblème aussi du dynamisme de la cybersécurité en France. Pour certains, ça fait 2 jours qu'on travaille sur les assises. Hier, on a eu le Before, où on a eu William Leca qui s'occupe du grand défi de la cybersécurité et le grand défi de la cybersécurité ayant pour objectif de permettre à des startups de devenir des licornes, voire plus. Guillaume Poupard l'a répété cet après-midi, on a quand même un écosystème en France et il faut de la coopération, il faut qu'on développe, il faut qu'on continue à développer cette industrie. Et Michel Vandenberg, après, en a rajouté, j'ai envie de dire, une couche en présentant le cybercampus. Donc nous sommes un des représentants de la cybersécurité en France et on est très content de vous accueillir, d'accueillir 8 belles startups. On va commencer par Cybernova. Donc voilà. Alors là aussi pour des raisons sanitaires, je vous laisse le micro et on lance les slides. Ah non, vous pouvez vous mettre là si vous voulez, vous pouvez vous mettre un peu plus au milieu. Alors attendez, parce que peut-être que vous pourriez vous avoir la zapette, ça serait peut-être plus simple. Je vais aller voir avec le technicien. Ok, bonjour, Dominique de Cybernova. Ah, pardon. Alors, le challenge auquel nous adressons, Gartner fait une forte pression sur les utilisations de solutions de gestion à privilèges. Donc aujourd'hui, si je prends une application SAP par exemple, c'est ne serait-ce que 100 comptes au niveau de l'application et plusieurs milliers potentiellement sur l'infrastructure qui la sous-tend. Et Gartner insiste très fortement sur le fait que effectivement les entreprises qui ont déployé des solutions de gestion à privilèges ont une forte propension, en tout cas un niveau de sécurité qui s'étend, et ce qui leur permet normalement d'avoir beaucoup moins de violations que les autres. On peut le comprendre sur la maintenance à distance, mais bien évidemment aussi sur le développement des applications en interne. La contrepartie, c'est que les comptes explosent. Il n'est pas rare de rencontrer des sociétés qui avaient 1000, 2000 comptes et qui sont maintenant sur éventuellement une avalanche de 30 à 40 000 comptes à privilèges. Et donc le process et l'outillage pour gérer cet environnement devient extrêmement complexe. Parce qu'en fait, quand vous avez une solution d'utilisateur à privilège, il n'est pas rare de voir des grands comptes qui sont obligés de dédier une personne pour essayer de comprendre, mais dans le fond, que font mes utilisateurs ? Est-ce que je peux, ne serait-ce que de manière relativement simple, savoir quelles sont les commandes passées sur telle ou telle application, ou inversement, qui va sur tel type de ressources, combien de temps, quelles activités ils y font, et analyser le comportement d'utilisateurs, c'est-à-dire leur donner, grâce au machine learning, qui n'est pas de l'intelligence artificielle, un niveau de confiance et pour pouvoir justement surveiller tel ou tel utilisateur à privilège. Donc les solutions, beaucoup de grands comptes ont essayé, c'est en général les PAM, donc que ce soit du Wallix, CyberArk, Arcon, Balabit, c'est toute la même solution. On injecte des millions et des millions de logs dans le SIEM, et puis derrière, pour donner un petit peu de lecture à ce sujet, on essaie de rajouter une couche d'intelligence artificielle au niveau du SIEM. Bien
évidemment, ça limite tout de suite, que ce soit en temps ou en coût, la capacité de l'entreprise ou de l'administration de monter une telle infrastructure. Donc Cybernova a développé une appliance virtuelle qui s'appelle Operation Center, qui se positionne comme un smart agent en fait entre le PAM, encore une fois de manière complètement agnostique de la solution de PAM que vous utilisez, et qui va faire de la corrélation de tous les raw data, donc de toutes les logs, pour pouvoir permettre de faire cette intelligence, cette capacité de reporting en temps réel, de digérer toute cette information pour pouvoir fournir ce qu'on appelle le User Behavior Analytics, c'est-à-dire la confiance et la vision des utilisateurs, mais tout le reporting associé nécessaire au pilotage, et du coup n'envoyer au CIEM que les données d'incidents qui seront beaucoup plus faciles à corréler avec éventuellement des incidents d'infrastructure. Par ce biais, ça permet donc à l'opérateur d'avoir une vision, il n'a aucune obligation de faire une investigation a posteriori, puisqu'il a toute l'information en temps réel. Voilà, rapidement présenté Operation Center. Alors, je suis ravi d'être accueilli comme start-up, puisque nous sommes une société allemande. Donc, on vient effectivement aussi renforcer la vision européenne et pas que française. C'est très bien. Donc, une société allemande avec aujourd'hui, vous êtes implanté en France vous-même. Alors, il se trouve que moi, je suis français. Nous réunions dans le monde. Nos clients sont un peu partout. Et nous commençons à avoir pas mal de clients en France, même si, pour l'instant, nos plus gros clients sont surtout au Moyen-Orient, en Allemagne et en Russie. Avec des clients qui sont dans tous les secteurs d'activité, ou est-ce qu'aujourd'hui, vous visez plutôt certains secteurs ? Non, c'est quel que soit le vertical, puisque on l'a vu, le cloud rend exponentiel les comptes à privilèges, et l'utilisation du cloud n'est pas verticalisée en fonction de tel ou tel métier. Donc on est vraiment dans la partie infrastructure ou cybersécurité. Et si on devait dire un petit mot sur l'innovation, ce qu'on peut retenir sur l'innovation de la solution. Alors, en soi, l'innovation, c'est surtout la rupture, c'est-à-dire c'est permettre des choses qui se faisaient manuellement ou qui étaient fastidieuses, de les faire de manière automatique, de faire gagner du temps et de donner de la vision de temps réel. D'accord. Alors, je vais essayer, si vous avez des questions, je remets le klaxon. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, peut-être certains préfèrent poser des questions par le micro. Pour Cybernova? Non. Merci. Ah, si. Alors là, nous sommes il y a 25 personnes en R&D et l'équipe commerciale en Allemagne d'une dizaine de personnes. Je vous remercie. Ouais, micro et la zapette. Merci. Attendez. Ah. Oui, c'est un autre. Ah. Alors, attendez, je remets juste 30 secondes. Non, c'est votre présentation. Ensuite, en principe, ça devrait fonctionner. Juste le compte klaxon, n'hésitez pas à le taguer pour poser des questions. Voilà. Et après, je voulais. Voilà, c'est à vous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je suis Adrien Petit, le cofondateur et CEO de Wixpot. En moyenne, une entreprise, qu'elle soit une ETI ou un grand compte, travaille activement à sécuriser 25% des actifs qui sont exposés sur Internet. Et ces 25% correspondent à des actifs qualifiés comme critiques, stratégiques et sont donc la priorité des défenseurs. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les 75% restants ? Eh bien, on retrouve d'une part des assets qualifiés comme secondaires, non priorisés, et puis de l'autre côté, des ressources assimilées à du shadow IT. Et juste avant de créer Wixpot, finalement, en échangeant avec ceux qui sont maintenant nos utilisateurs, on s'est rendu compte que par rapport justement à leur exposition cyber, il était jusqu'alors impossible de maîtriser 100% de ce qu'on exposait sur Internet. On en a donc soulevé la problématique suivante, qui est le titre du slide, à savoir un manque réel
de visibilité, comme on l'a dit juste avant, et puis d'agilité. Alors pourquoi d'agilité ? C'est assez simple, en fait, on constate aujourd'hui naturellement que les systèmes d'information ne cessent de s'étendre, et on le voit de manière très factuelle avec l'externalisation de ressources dans le cloud, le déploiement massif du télétravail, l'interconnexion qu'on peut avoir avec des prestataires, des clients, ou bien l'intégration de systèmes d'information issus de fusion-acquisition. Tout ceci fait que finalement, la surface d'exposition ne cesse de s'étendre. Et comment ça se matérialise ? Souvent, ça se matérialise par le déploiement rapide d'actifs et parfois mal maîtrisé. Donc c'est la partie que vous voyez en rouge autour du slide. Et finalement, ce sont ces actifs qui sont ciblés en priorité par les attaquants. Ces derniers démarrent systématiquement leur tentative de cyberattaque par une phase de reconnaissance. Donc l'idée, c'est de cartographier les assets exposés et puis de trouver parmi l'un d'entre eux quelque chose qui sera intéressant et facile à exploiter pour par la suite pivoter, rebondir au sein du système d'information et finalement atteindre ces fameux assets stratégiques qui sont priorisés en termes de sécurité au départ. Et c'est donc la vision de Wixpot. Et par rapport à cette problématique de manque de visibilité et d'agilité, on a donc créé Wixpot en octobre 2018, qui est la première solution européenne de cartographie cyber. Donc on hésite une solution SaaS qui est 100% automatisée et non intrusive, parce qu'on se place uniquement sur l'externe, il n'y a pas du tout d'exploitation ou autre. Et finalement, l'objectif de Wixpot, c'est de permettre à ses utilisateurs d'identifier et de surveiller sa surface d'attaque en continu. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement ? Donc, l'objectif de Wixpot, c'est d'aider les utilisateurs à reprendre un temps d'avance sur l'attaquant. Concrètement, la solution fonctionne en 3 grandes étapes. La première, c'est une phase de cartographie qui s'appuie sur des algorithmes issus de développement interne et puis avec des connexions sur des API externes. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? En termes de paramétrage, l'utilisateur a uniquement besoin de renseigner des inputs de départ, surtout de manière non exhaustive, avec des adresses IP, des noms de domaine, des sous-domaines, et la solution va automatiquement en fait refaire des croisements et proposer des suggestions d'assets qui n'avaient pas été renseignés au préalable et qui sont identifiés comme finalement une partie de Shadow IT. Une fois qu'on a qualifié ce premier périmètre, la solution continue de faire ce qu'on appelle des transformations et va venir récolter tous les éléments techniques qui sont exposés sur Internet. À l'issue de cette première étape, on dispose donc d'un inventaire et cet inventaire, dans un second temps, est maintenu à jour au travers d'un réseau de sondes qui travaille en permanence et de manière ciblée sur une société. Donc une fois la phase 1 et la phase 2 de la solution terminées, on a un ensemble de résultats qui sont restitués au sein d'une interface web. Mais Wixpot, c'est aussi une solution qui est ouverte dans le sens où on s'interconnecte avec les processus et puis les outils des métiers qui sont déjà utilisés. Donc notamment tout ce qui est solution SIEM, outils de scanner de vulnérabilité, de writing, ou bien des services un peu plus traditionnels comme du pentest ou du red team. J'en ai terminé pour Wixpot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors j'en ai une. Merci d'abord. Quel type de croisement réalisez-vous ? Comment assurer un inventaire exhaustif ? Parce que c'est vrai que le Shadow IT, vous prétendez lutter contre le Shadow IT, mais je crois que Alors, je dirais qu'on identifie une partie du Shadow IT. Finalement, alors, par rapport... notre expertise repose sur une forte expérience en sécurité offensive. Avec les cofondateurs, on a 10 ans d'expérience en cybersécurité dans les domaines de la Red Team et de la Blue Team. Donc, le regard de l'attaquant est quelque chose qu'on maîtrise et notamment... par l'ensemble des outils qu'il va utiliser. Et finalement, c'est l'ensemble de ces outils qui ont été automatisés et qui permettent de cartographier ce que voit l'attaquant d'un point de vue externe. Alors si bien sûr il y a des choses qui sont, par exemple, qui ne sont pas visibles pour l'attaquant, on ne les verra pas non plus. S'il y a des solutions de type VPN ou autre, c'est des choses qu'on ne va pas cartographier. Donc on tend vers l'exhaustivité finalement en s'appuyant sur les techniques qui sont utilisées, qu'on a utilisées par le passé, mais aussi en mettant en place en fait une veille quotidienne de threat intel pour finalement récupérer tous les nouveaux modes opératoires des attaquants qui sont utilisés au cours des dernières campagnes qui font malheureusement souvent la une de la presse. Oui. Et justement pour l'identification du Shadow IT, est-ce que vous ingérez les logs proxy ? Non, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on gère. D'accord. Alors, dernière question, est-ce que vous défendez les maillons faibles de l'IT, les équipements personnels ?
Si l'équipement personnel est à un moment donné relié à, je dirais, la structure technique, l'infrastructure technique de la société, c'est quelque chose qu'on verra. Mais si vous avez par exemple un téléphone mobile personnel et que vous installez une application SaaS, a priori il n'y a pas de connexion directe avec ce que nous on mappe ou comme peut le faire un attaquant, et on ne le verra pas dans ce qui est cartographié ou ce qui remonte dans l'inventaire. Très bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, merci. Merci à vous, et puis si vous voulez passer nous voir pour discuter exposition cyber, c'est avec plaisir, et on peut aussi réaliser une démo live de votre inventaire. Merci. 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 Alors, attendez, parce que là... Ah oui, moi, c'est une défile. J'ai pas le... Vous me laissez 2 minutes avant de commencer? Attendez, vous n'avez pas repassé le log, le tag klaxon? Je l'ai passé tout à l'heure. Vous l'avez passé? Vous leur avez passé? Ah, d'accord, ok. Ah oui, pardon. Ok, très bien. Bon, excusez-moi. Alors là, je suis sur Wixspot, ça va pas. Cosmian, bonjour. Bonjour. On s'est déjà vu? On s'est déjà vu. Il n'y a pas longtemps. Oui, exactement. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, vous n'avez pas la zapette? Ah oui, pardon. Donc, bonjour, je suis Raphaël Offand, cofondateur de Cosmian. Cosmian est un éditeur logiciel basé à Paris qui édite des solutions s'appuyant sur les dernières techniques en cryptographie qui permettent de faire des traitements de données sur données chiffrées. Donc, on peut chiffrer la donnée, faire des traitements sur la donnée chiffrée sans avoir à déchiffrer la donnée. Et on va voir ce que ça veut dire dans les slides suivantes. Donc, finalement, si on regarde les enjeux, on voit qu'il y a beaucoup de projets de transformation digitale, beaucoup d'initiatives qui font face à des données qui sont dans de multiples silos au sein de l'entreprise, et des silos qu'il faut faire communiquer entre eux, des données qui vont être mises dans le cloud, des données qui sont dans différentes entités au sein de l'entreprise, ou parfois aussi des projets où on veut mutualiser les données provenant de différentes entreprises, différentes entités. Et finalement, dès qu'on veut mutualiser ces données, mettre à profit ces données, il y a un problème de sécurité et de confidentialité de la donnée. Et ce que l'on développe chez Cosmian, c'est des solutions qui permettent de répondre à ces obstacles de sécurité et de confidentialité des données. Donc il y a 2 grandes catégories de projets sur lesquels on travaille. Des catégories de projets où c'est des données purement internes, dans différents silos internes de l'entreprise. Et donc là, on va venir sécuriser les flux internes de données, les données sensibles, les données identifiantes ou indirectement identifiantes. Et donc on va les sécuriser non seulement at rest, donc en stockage, mais aussi pendant l'exécution. Pendant le traitement de ces données sensibles, la donnée reste protégée, chiffrée, et on peut quand même l'exploiter. L'autre catégorie de projets, donc sur le toit du monde, ici, c'est des projets où soit il y a plusieurs entités au sein de l'entreprise ou plusieurs entreprises qui veulent mutualiser des données, mais sans les partager. Donc on souhaite mettre en commun virtuellement nos données, faire des traitements communs sur ces données, mais aucune des entités ne veut partager les données, aucune des entités ne veut que les autres entités voient les données. Donc on a ces 2 catégories de projets de données internes de l'entreprise et catégorie de projets où c'est plusieurs entités qui mettent en commun les données. Et donc concrètement, on a différentes catégories de données, des données d'entreprise, donc ce soit des données financières transactionnelles, des données de santé, des données transactionnelles, et aussi à droite des données de cybersécurité. On va s'attacher à quelques cas sur la gauche en données d'entreprise. Donc comment par exemple réaliser des traitements collaboratifs sécurisés de données d'entreprise. On travaille sur un projet où on va mutualiser des données provenant de différentes flottes de satellites. Aucune des flottes de satellites, aucun opérateur veut divulguer les données d'orbite aux autres opérateurs, mais il y a une volonté de faire un calcul de risque de collision entre ces différents satellites. Et donc on peut faire ces traitements collaboratifs sécurisés de données sans divulguer la donnée, mais en ayant quand même un résultat de risque de collision. La deuxième catégorie, chiffrement de données pour traitement sécurisé, on a plusieurs projets où on travaille où il y a une volonté de déverser des données dans un data lake d'entreprise, mais au moment de les déverser, toutes les données identifiantes, un IBAN, un numéro de sécurité sociale, une donnée personnelle, il y a une volonté de ne pas mettre ces données dans le data lake. Mais si on enlève toutes ces données de la donnée déversée dans le data lake, on perd cette capacité à venir rapprocher différentes tables de données provenant de différentes sources. Ce que l'on fait avec notre solution, c'est venir chiffrer les données avant qu'elles soient déversées dans le data lake et du coup de pouvoir faire des rapprochements de données dans ces flux internes de données sans avoir divulgué ces données sensibles.
Troisième catégorie en bas à gauche, c'est chiffrement de données pour un contrôle d'accès. Donc on voit de plus en plus de données qui sont déversées dans le cloud, qui sont mises dans différentes entités de stockage. Comment s'assurer de la sécurité dans un environnement zéro trust complètement. Donc ça, c'est le chiffrement par attribut qui nous permet de faire ça. Et là, sur la partie droite, c'est différents cas d'usage sur lesquels on travaille, vraiment sur la donnée de cybersécurité, pas la donnée transactionnelle, pas la donnée financière, des données de log, des données d'IOC. Donc là, on travaille sur des projets où on est sur la mutualisation de données de Cyber Threat Intelligence entre différents Security Operations Centers, différents CERT. Deuxième catégorie de projet, c'est comment on peut prendre des marqueurs sensibles cyber, les déployer dans des dispositifs de détection chiffrés, faire de la détection, avoir un résultat chiffré que le dispositif de détection ne voit pas du coup, et on récupère le résultat. Donc ça permet de vraiment démultiplier la surface de détection sans avoir divulgué ces marqueurs sensibles. Et la dernière catégorie dans les cas cybersécurité, c'est comment on peut prendre des logs système, des logs réseau confidentiels, sensibles, les protéger par le chiffrement, réaliser des mises au point de modèles de détection fin avec le plus faible taux de faux positifs sur ces logs, sans avoir divulgué ces logs. Et voilà sur les cas. Donc ce sur quoi on travaille, c'est vraiment cette mutualisation, sécurisation des données. Et on est très ouvert à mettre en place des POC avec des RSSI, des DSI qui veulent lancer ces innovations autour de la donnée data-driven. Bon. Alors, je vois que ça chauffe un petit peu du côté de Klaxoon, donc j'ai pas mal de questions, je vais vous les poser. Vos solutions crypto ont-elles été éprouvées et validées par des organismes agréés ? Alors, sur les cryptos, ce sont des cryptos très récentes, donc on travaille de très près avec l'État de on travaille en collaboration avec le labo crypto de Normal Sup, Minerea CNRS, donc sur les dernières avancées en crypto, dont certaines techniques de chiffrement qui ont une résistance quantique, donc ça c'est important à mentionner. Pour l'instant, il n'existe pas, du point de vue de l'ANSSI, de référentiel de certification sur ces dernières techniques crypto. Par contre, ils sont très au courant de ce que ces techniques de crypto permettent de faire, et donc on est en lien très proche avec eux. Donc il n'y a pas de certification possible aujourd'hui sur ces techniques, mais ces techniques sont approuvées par la communauté scientifique avec laquelle on travaille. Comment identifier les données sensibles à chiffrer à la volée ? Est-ce que c'est par des règles statistiques ? En fait, dans les flux de données, nous, on fournit simplement le serveur qui va permettre de chiffrer, le serveur qui va permettre de faire du traitement sur données chiffrées, du rapprochement, du calcul sur ces données chiffrées. C'est au moment de définir le flux de données qu'on va dire cette donnée-là, cet IBAN dans ce flux de données, je le chiffre, et après ça, je laisse un moyen de le traiter derrière. Donc c'est vraiment le développeur de l'application qui, au moment de décider ce qui va être chiffré dans le flux de données, va faire cette analyse. On me demande aussi, on vous demande si c'est de la crypto homomorphique. Est-ce que c'est nécessaire dans ces cas-là de tout rechiffrer ? Alors, on met à profit 4 techniques cryptographiques. Donc, le chiffrement homomorphique, c'est une des techniques que l'on utilise, mais qui est adaptée dans certains cas d'usage, mais qui n'est pas adaptée à tous les cas d'usage. On met à profit aussi le chiffrement fonctionnel, sur lequel le labo crypto de Normal Supul, avec lequel on travaille, est en pointe. Le Secure Multiparty Computation et les Secure Enclave. Et donc, en fonction du cas d'usage, on va combiner les techniques crypto les plus adaptées pour le cas d'usage. Mais le chiffrement homomorphe est parfois adapté, mais pas tout le temps adapté. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, il y a d'autres questions que je n'ai pas posées parce qu'on manque de temps, mais vous pouvez aller les voir sur le stand. Ils sont au corner en sortant de Camille Blanc, le corner association qui est tout beau, tout... Voilà. Et on est prêt à vous accueillir. Mon associé CTO Bruno Grieder et moi, on est sur le stand prêt à vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. La société Digitemis, bonjour. La zapette est là-bas, oui. Si on veut enlever le masque, il faut qu'on soit assez éloigné l'une de l'autre. Alors, oui, ok. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Digitemis, c'est 50 personnes réparties entre Nantes et Paris pour vous proposer une solution logicielle ainsi qu'une expertise métier en cybersécurité et en protection des données personnelles. L'expertise, elle est reconnue puisqu'en fait, nous sommes prestataires de confiance de l'ANSSI, c'est-à-dire que nous sommes habilités PASSI sur les 5 portées d'audit de l'ANSSI et nous sommes également titulaires des 3 labels CNIL sur la partie formation des PO et sur la partie gouvernance. Donc aujourd'hui, nous accompagnons plus de 300 clients dans la protection de leur SI et dans leur mise en conformité afin de répondre à leurs enjeux et de les aider dans leur croissance.
Et justement, ces enjeux, quels sont-ils ? Donc nous, on s'est mis à la place de nos clients et nous sommes partis du postulat que les entreprises étaient de plus en plus ouvertes, de plus en plus interconnectées et mouvantes. C'est-à-dire que maintenant, le SI ne se limite plus à l'entreprise. Pour les grands groupes, le SI va toucher les SI des différentes filiales, des différents fournisseurs, mais aussi parfois des différents partenaires. Une autre des problématiques qu'on rencontre souvent, c'est l'obligation pour les entreprises de se mettre en conformité à des réglementations qui sont de plus en plus nombreuses, que ce soit sur des référentiels comme le RGPD, comme ISO 27001 et d'autres sur les référentiels antifraude, donc Sapin 2, Solvency 2, etc. Une des autres problématiques qu'on rencontre, c'est le manque de temps de la part de RSSI pour piloter et suivre tout de la cybersécurité de leur entreprise, puisque ce sont des entreprises qui sont de plus en plus décentralisées. Et la dernière contrainte, c'est une contrainte de réduction des coûts, surtout en plus dans le contexte actuel. Donc nous, en partant de ces problématiques, on a créé Make It Safe, qui est né de nos deux anciennes solutions qui sont Bookmadata et Peridiag, qui est une plateforme innovante qui va vous permettre d'une part d'avoir une vision à 360 degrés de la conformité de votre entreprise, que ce soit sur des référentiels connus, type NIS, ISO 27001, ou sur vos propres référentiels internes. Ça va également vous permettre de gagner en maturité et de sensibiliser vos parties prenantes en générant tout ce qui est plans d'action qui sont collaboratifs. Ça va également vous permettre un gain de temps puisque tous les échanges vont être centralisés sur la plateforme. Et ça va également vous permettre donc de générer des plans d'action et des rapports. Donc il va y avoir aussi une action de reporting auprès de votre COMEX ou votre direction qui va être possible. Il va y avoir aussi d'autres avantages qui vont être en termes de gain de temps et de réduction des coûts, puisque tout ce qui était avant fait par des consultants externes va pouvoir être centralisé et tout va pouvoir être suivi à travers notre plateforme. Donc aujourd'hui, on a de belles références comme Suez, Total ou la Maïf. Peut-être demain, ce sera vous. Nous, en tout cas, on sera ravis d'échanger avec vous sur le Corner Startup. Merci à tous. Merci. Vous avez des questions ? Moi, j'en ai une. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans la technologie de votre solution ? Qu'est-ce qui vous distingue ? Quel est le caractère franchement innovant de la plateforme, de la solution que vous proposez ? Si on rentre un petit peu dans le moteur. Donc nous, on va avoir plusieurs modules dans la plateforme qui vont être donnés chez certains de nos concurrents, mais là, via nos modules, donc on en a 6, on va avoir une vision qui est globale et un pilotage à 360 en fait sur ces différents modules. C'est-à-dire que en fait, on va pouvoir piloter les risques internes et externes de la société. On va également pouvoir suivre tout ce qui est l'intégration de la sécurité dans les projets. Et on va aussi pouvoir piloter, donc, comme je disais, les filiales et les fournisseurs, ce qui fait que toute cette vision 360, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore chez nos concurrents. Je vous remercie. Merci. Alors, nous allons passer à la société Buster AI, que nous connaissons bien aussi aux assises. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Julien Mardas, CEO de Buster AI, l'antivirus intelligent de l'information capable de se prémunir des menaces présentes dans les contenus vidéo, images et textes. Alors les fake news, c'est un gros sujet. Ça met à la tête d'un pays un président que vous n'avez pas élu. Ça provoque des crises et avec des impacts économiques importants sur les marchés financiers. Ça perturbe donc le monde de manière visible. Alors, comment s'en prémunir ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous tous, ici dans la salle, vous avez été exposés sur les réseaux sociaux à des faux profils. Des profils qui vous ont demandé de l'argent, qui vous ont demandé de suivre des pages, qui ont essayé de récupérer vos données, donc qui essayent en fait de faire de l'information gathering sur vous. La solution, pour nous, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet
d'analyser des contenus dans 2 dimensions, le temps et l'espace, ce qu'un humain normal ne peut pas faire. Aujourd'hui, les cybermenaces sont à l'origine de quasiment toutes les attaques informatiques. Elles sont préalables aux attaques. Et il faut savoir qu'en 2022, on sera tous plus exposés à ces menaces qu'à de vrais contenus. Alors, nos algorithmes d'IA sont des algorithmes lauréats qui ont permis d'atteindre des niveaux de fiabilité, notamment sur de l'authentification biométrique contre les deepfakes, sujet sur lequel nous travaillons avec l'ANSSI à une certification de sécurité de premier niveau. On va être capable de dire si un visage a été modifié par une intelligence artificielle, par un deepfake, et on va être aussi capable de dire si une image n'existe pas, une personne, en tout cas le visage d'une personne, n'existe pas. Aujourd'hui, ces techniques sont utilisées dans le monde cyber, dans le cyberespace, pour attaquer des gouvernements et faire passer des gens pour ce qu'ils ne sont pas, faire dire à des gens ce qu'ils ne sont pas. Mais dans un futur très proche, on pourrait imaginer des vidéos de notre président qui dirait par exemple que nous avons trouvé un vaccin contre le coronavirus et vous pouvez tous enlever vos masques et vous pouvez tous donc aller faire la fête sur les quais de Seine. En targetant certains points du réseau, on aurait tout de suite un cataclysme, les médias ne pourraient pas réagir et les gouvernements non plus. Notre solution, c'est donc 3 produits. Donc, au cœur de nos solutions, il y a une API qui expose nos algorithmes de détection qui permettent d'identifier donc si une claim, un texte, est vérifié ou non par un fait dans nos bases. Ces bases ont été construites avec des professionnels de l'information. Elles ont été aussi construites par des experts que nous repérons, des linguistes qui travaillent à déterminer en fait l'anatomie d'un mensonge, l'anatomie d'une fausse information, d'un texte engageant qui va générer des émotions, une polarité, générer une manière de réagir qui n'est pas la bonne. Et cette API donc, va nous permettre de répondre à des questions et de trouver si l'information est vraie ou fausse. On va pouvoir aussi analyser des vidéos. Donc on va pouvoir détecter dans une image les invariants topologiques du visage, c'est-à-dire on va pouvoir détecter si certains pixels n'appartiennent pas à l'image ou si toute l'image a été générée. On va pouvoir par exemple voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, quelques pixels qui ont été modifiés par un réseau de neurones, j'entends, un algo de deep learning, qui par exemple va faire bouger une bouche pour dire d'autres choses que ce que la personne dit. Il faut savoir que dans des cas comme ça, avec 7 photos, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. On a également un portail donc, qui nous permet d'exposer ces analyses, de montrer en fait les frames incriminées dans ces vidéos-là. Et on a un plugin navigateur qui va donc également interroger notre API et qui va permettre, lors de la navigation, de pouvoir voir sur les réseaux sociaux, donc par exemple sur Twitter, avoir une intégration complète de l'analyse sur le texte et sur les images. En quelques clics, on va tout de suite pouvoir savoir s'il y a des menaces sur un sujet, s'il y a des menaces sur une personne et sur une entreprise. Typiquement, on pourrait voir, pour le cas de Peugeot par exemple, des sujets qui reviennent sur la sécurité de la voiture, donc la sécurité du système de freinage, etc. On s'apercevrait rapidement que en fait, c'est une campagne, par exemple au hasard de Ford, qui lancerait des fausses informations sur la voiture pour pouvoir commercialiser la sienne et générer plus de ventes. Ce plugin va être livré bientôt dans une version free-to-pay, avec des options qui vont permettre à vous tous, mais aussi aux professionnels de l'information, de rédiger des contenus plus fiables. Ça va vous permettre aussi de sécuriser votre navigation contre ces cybermenaces et donc d'agir contre les attaques qui viseraient vos structures, qui viseraient l'économie des marchés et qui viseraient donc la stabilité du gouvernement. Il faut savoir que nos solutions sont lauréates et qu'on se ferait un plaisir de vous les présenter au stand Startup tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention et votre présence. Merci. Alors, qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, on a essentiellement les médias et le gouvernement. Mm-hmm. On travaille beaucoup avec TF1, notamment à l'élaboration des sources donc avec TF1, LCI, les fact-checkers notamment de ces médias-là. Il y a du travail. Effectivement. Et donc ça, on le voit naturellement puisque ce sont des gros producteurs d'informations. Vous avez cité tout à l'heure des exemples potentiellement des sociétés industrielles. Est-ce que vous arrivez quand même, bien sûr, on voit l'impact, comme vous le disiez, d'un industriel qui se verrait,
falsifier ces informations. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à les convaincre de l'importance ou de l'intérêt de votre solution ? Alors, tout à fait. En fait, ils en sont victimes, mais ils ne le savent pas. Et quand ils le constatent, ils devraient revenir vers nous très rapidement. Oui, ils devraient. Alors, on est au conditionnel. En fait, c'est une menace qui est nouvelle et les gens ne savent pas comment l'adresser. Ils ne savent pas en général qu'ils en sont victimes, puisque ce sont des signaux faibles qui se noient dans la masse. Donc, convaincre les industriels, c'est une difficulté. C'est un peu comme le virus et l'antivirus. C'est-à-dire que tant que le système marche, très souvent, sous Windows, on a un virus, on ne le sait même pas. Et en fait, c'est quand ça tombe en marche que ça va. Mais en réalité, quand on est atteint par un virus, dès qu'on le sait, là, on a besoin d'une solution. Et là, tout de suite, nous sommes là. D'accord. Merci. Nous allons continuer avec Sésame IT. Bonjour. Bonjour à tous. Donc je suis Audrey Guénoa-Médreau, présidente et cofondatrice de Sésame IT. Voilà. Alors, nous, chez Sésame IT, nous avons conçu et développé une sonde de détection d'attaques pour les réseaux d'entreprises basée sur les flux. Dans l'objectif à terme, d'ailleurs, de la faire qualifier par l'ANSSI pour la mise en conformité des OIV avec la loi de programmation militaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de programmation militaire ? Pourquoi on est là et où nous en sommes ? Donc, la LPM demande aux OIV, donc les organisations d'intérêt vital du pays, d'équiper leurs réseaux les plus critiques avec des outils de confiance, avec ces fameuses sondes de détection d'attaques, que je vous présenterai plus en détail après. Et ce sont des outils qui sont basés sur les flux réseau. Alors pourquoi on en est arrivé là ? Il se trouve que l'équipe vient du monde de l'interception légale de télécommunications. Donc nous avions une bonne et longue expertise de l'analyse des flux réseau et puis de l'utilisation et de la conception de sondes. Donc quand on a croisé le chemin de cette loi de programmation militaire et de l'ANSSI, on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire. Où on en est, aujourd'hui nous sommes 15 personnes basées en France. La sonde est terminée, elle est en cours de qualification, on est dans la dernière ligne droite. Donc j'insiste sur le fait qu'on soit en cours de qualification, mais on devrait pouvoir revenir bientôt vous parler de la qualification en elle-même. Alors, maintenant, comment ça fonctionne une sonde souveraine ou une sonde P10 ou une sonde d'analyse réseau ou encore un NDR. Alors les entrées et les sorties. Les entrées, c'est bien sûr, ce sont les flux réseau, donc c'est une copie du trafic réseau. On va analyser la totalité des flux, tous les paquets. Et puis en sortie de cette sonde, on va avoir des alertes de sécurité bien sûr, des métadatas, des fichiers qui vont être analysés, des alarmes donc plus sur le comportement de la machine, puisque ce sont des outils critiques, donc c'est très important d'avoir aussi un état de santé de l'équipement en lui-même, savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc le processus, ensuite ces flux réseau, eh bien on va les traiter via une suite de moteurs. Donc là, on ne va pas tomber dans l'obscurantisme, on va vous présenter clairement les moteurs. Alors il y a un moteur IDS, ça c'est de l'analyse sur signature. Donc ce qui est très important dans l'analyse par signature, bien sûr, bon, c'est la fiabilité du moteur, mais c'est aussi les règles qu'on va insérer dans l'outil. Donc dans notre sonde GISO, bien sûr, il va y avoir toutes les règles des communautés, les règles qui peuvent venir derrière de l'ANSSI, les règles que nous allons éditer. Et puis ce qu'on fait aussi beaucoup pour nos clients, c'est de construire des règles qui soient adaptées à leur architecture réseau, pour avoir des indicateurs les plus précis, les plus pertinents possibles.
On fait aussi bien sûr du Deep Packet Inspection pour extraire des fichiers qui vont être ensuite analysés par des moteurs d'analyse de fichiers, que ce soit statiques ou dynamiques. On fait du sandboxing. Bien sûr, il y a des antivirus. La génération de métadata, on fait aussi de l'analyse comportementale. Et ce qui est très important, c'est que cette sonde aujourd'hui s'applique pour les réseaux IT, mais depuis peu est aussi utilisable pour les flux OT, suite à un partenariat avec la société Sibelius, avec lequel on travaille et dont on a intégré vraiment un moteur dans notre sonde pour faire de l'analyse comportementale sur les flux industriels. Voilà. Et puis il y a aussi des moteurs effectivement pour extraire des informations sur l'outil lui-même. Comment ça s'installe ? Alors, la sonde s'installe dans un cadre vraiment LPM durci, derrière des tapes qui doivent aussi être des tapes qualifiées, mais elle peut s'installer en spanport. C'est un outil qui n'est pas intrusif, c'est-à-dire qu'on va analyser une copie du trafic. Et ce qui est intéressant dans la structure de notre sonde, c'est qu'elle est parfaitement standalone, c'est-à-dire que chaque sonde va réaliser tous les processus, que ce soit la collecte, l'analyse, mais aussi la création des logs, le renvoi et le stockage. Ensuite, c'est en sortie, donc, ces fameuses alertes, métadata et alarmes, on peut soit les envoyer vers des SOC, des collecteurs de logs, etc., où on peut effectivement les consulter directement sur la sonde via des interfaces utilisateurs. Alors, comme je disais, chaque sonde est indépendante, ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir un manager pour paramétrer toutes les sondes ou plusieurs groupes de sondes et également consulter les résultats de l'analyse. Alors, il vous reste 1 minute. J'ai pas mal de questions. Ah. Donc, soit je vous laisse continuer, soit je vous pose une de questions. Je vais conclure juste en vous informant qu'on a. Donc, je vous ai beaucoup parlé de notre sonde GISO parce que c'est vraiment notre actualité. On a aussi un centre de threat intelligence et on travaille aussi sur une nouvelle solution qui s'appelle Loki, qui est basée sur la threat deception, donc qui permet à l'inverse de la sonde qui écoute le réseau pour détecter les attaques, elle va permettre aux entreprises de déployer au sein de leur réseau des leurres, premièrement de manière automatisée et en plus une série de leurres qui va être calquée sur le réseau réel. Donc l'idée de cette threat deception, c'est donc de déployer un réseau fantôme pour attirer les attaquants dans les leurres plutôt que dans les éléments de réseau réel. Et puis, l'idée finale, c'est bien sûr de protéger le réseau réel, mais ça nous permet aussi de les observer et de créer de nouvelles règles pour venir réalimenter, nos outils de détection derrière. Voilà. Alors, une seule question avec une réponse très courte, et j'invite chacun à aller vous rencontrer sur le stand. C'est quelle efficacité de détection sur des flux chiffrés ? Alors, plusieurs choses. Court. Déjà, on peut installer des déchiffreurs. Et deuxièmement, n'oubliez pas que sur les flux chiffrés, nous analysons tous les paquets et les en-têtes. Donc en fait, même un flux chiffré, même si le contenu ne sera pas accessible, nous aurons beaucoup d'informations dans l'en-tête. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourra extraire et voir tout de même. Merci. Puis j'invite les uns et les autres à venir vous n'hésitez pas à rencontrer venir nous voir au Corner Startup pour rencontrer Sésame IT. Merci. Merci. Nous allons continuer avec la société Bubo Cybersec. Bonjour. Rebonjour. Donc bonjour à tous. Donc je suis ici. Donc déjà je vais me présenter, Renaud Alliot, fondateur de Bubo Cybersec. Donc je suis ici pour vous présenter notre solution de tableau de bord et de KPI sur la sécurité.
l'objectif, ça va être de mettre un copilote aux commandes de votre sécurité. Notre solution, elle s'adresse particulièrement à des sociétés qui n'ont pas forcément une maturité existante en cybersécurité. Donc ici, dans la salle, bien entendu, vous êtes tous bien formés et bien compétents dans ce domaine. Mais maintenant, qu'en est-il d'une ETI, d'une PME, d'une TPE, avec des ressources limitées? Comment ils font pour traiter ces problématiques de cybersécurité? La cybersécurité, c'est un savant mélange, je ne vous l'apprends pas, entre des composants IT, des outils de sécurité, des différents référentiels, des mesures de sécurité et surtout des personnes qui vont animer cet ensemble. Et du coup, il y a un besoin d'avoir rapidement de l'information, de pouvoir améliorer et suivre sa sécurité dans le temps et aussi d'identifier rapidement des anomalies. Maintenant, quand j'ai une maturité limitée, comment je fais? Comment je remonte ces informations? Comment je vais aller chercher toutes ces données au sein de mon système d'information? Chez Bubo, nous avons donc pensé à une solution qui permet autour d'une dizaine de thèmes, comme la gestion des utilisateurs ou la gestion des vulnérabilités, qui sont des sujets que vous connaissez bien, mais qui ne sont des sujets que très peu abordés dans les sociétés non matures. Et notre objectif, c'est de pouvoir proposer, par exemple, aux personnes de la sécurité de ces structures qui arrivent du jour au lendemain dans une société qui n'a jamais fait de sécurité auparavant, de pouvoir, pour eux, leur remonter un certain nombre d'éléments pour qu'ils puissent se consacrer réellement à la sécurité du métier de leur entreprise et donc de traiter, on va dire, les bases assez rapidement. Pour des équipes métiers, pour des équipes business, comment je peux garantir, communiquer sur ma sécurité quand je vais vouloir me faire référencer auprès d'un acheteur qui est un grand groupe et qui, lui, va demander un certain nombre d'engagements sur ma sécurité. Si je n'ai déjà, par exemple, à peine qu'un informaticien au sein de ma structure, comment je vais faire? Pour une partie prenante, un investisseur, etc., comment je fais pour limiter mes risques quand je vais décider de travailler avec cette entité qui est aujourd'hui petite, qui demain peut-être grandira, mais qui aujourd'hui, de par sa taille, a des difficultés à apporter cette garantie sur sa sécurité. Donc aujourd'hui, notre offre, donc, elle consiste en la construction de tableaux de bord, donc, qui sont pensés autour de différents thèmes pour ces entreprises, et nous allons aller chercher la donnée directement dans le système d'information de l'entreprise. Ce n'est pas à une personne derrière d'aller renseigner combien d'utilisateurs ne se sont pas connectés depuis plus de X temps. Quels utilisateurs ne se sont jamais connectés, par exemple. Nous allons chercher cette information, par exemple, directement dans leur annuaire. Nous la remontons, nous la consolidons et nous leur affichons pour qu'ils puissent prendre des actions vraiment d'amélioration et de pilotage sur leurs problématiques de sécurité. L'objectif qu'on a à travers cette solution, c'est vraiment de pouvoir offrir la sécurité à tous, même les plus petits, de manière simple. Aujourd'hui, aux assises, on rencontre beaucoup de grandes sociétés, de grands groupes qui, eux, ont pris en effet conscience de ces problématiques et qui connaissent le risque associé à ça. Maintenant, il y a encore tout un pan de travail à faire au niveau de toutes ces structures qui n'ont pas de maturité aujourd'hui et qu'il faut accompagner dans cette prise en compte de ces cyber-risques. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a quelques questions. D'avoir une question fondamentale. Oui. Pourquoi un hibou ? Pourquoi un hibou ? Parce que le hibou, déjà, c'est une image qu'on retrouve souvent dans le monde de la sécurité. C'est un animal qui va veiller, qui va surveiller, mais qui a aussi derrière une capacité d'aller chasser ces différentes menaces. Et après également, le hibou, lorsqu'on a cherché le nom de la société, nous semblait comme un animal bien sympathique. Et Bubo, pour information, Bubo est le nom latin du hibou grand-duc. Le hibou voit dans la nuit aussi, je crois. Également.
Donc on est sur une solution qui s'adresse à des petites entreprises, une PME. Ouais. Est-ce que ça peut être un fournisseur d'un grand groupe, par exemple? Tout à fait. Et est-ce que vous avez aussi, je suppose, des tarifs adaptés à cette cible de clientèle? Tout à fait. Est-ce que c'est long à implémenter? C'est une tarification donc qui est faite sur mesure pour les petites entreprises ou les moyennes entreprises, c'est-à-dire que chaque module peut être pris de manière indépendante. Lorsque l'on déploie notre outil chez un client, au bout de 5 minutes, on commence à remonter des données et à pouvoir déjà afficher des informations sur les tableaux de bord. Certes, ces tableaux de bord ne sont pas parfaits, surtout à ce qu'on peut voir dans des grands groupes, mais ceci étant, pour quelqu'un qui part de rien, c'est déjà beaucoup. En termes de tarification, notre coût commence à partir de 50 € par mois, ce qui est relativement limité, mais qui permet vraiment de rendre accessible cette solution au plus grand nombre. D'accord. Alors peut-être encore une question, puisque quelqu'un se dit, mais finalement, ces méthodologies, ces tableaux de bord, ils sont aussi importants pour les grandes entreprises. Est-ce que alors tout à fait, vous envisagez c'est des tableaux de passer de bord à une dimension supérieure? Non, en effet, les tableaux de bord sont quelque chose qui est nécessaire dans les entreprises de toute taille. Après, les plus grosses entreprises disposent déjà de systèmes de tableaux de bord et surtout, ils ont des besoins spécifiques et ils ont une maturité très forte. Ce qui fait que le coût et le temps nécessaire pour rentrer dans ce milieu est relativement important. Demain, ce n'est pas exclu qu'on puisse éventuellement couvrir ces sociétés, mais aujourd'hui, pour nous, l'effort, c'est vraiment de se concentrer sur les plus petits et de respecter ce fameux principe des 80-20 où avec 20% des efforts, on peut couvrir 80% des besoins des plus petits. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer à la dernière société, Another Way. Duo de choc. Alors, ok, je vais ouvrir moi. Alors, c'était Norway. C'était ça. Toc, toc, toc. 3 secondes, je vais mettre ça. Ouais. Ça arrive. Voilà, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc Alban Androjac, cofondateur de la société Another Way. Donc notre solution a comme objectif final de pouvoir faire bénéficier à toutes les entreprises et tous leurs collaborateurs mon expertise. Donc on a fait en fait compte une solution SaaS qui automatise et peut démultiplier Alban Androjac. Et puis on s'appuie aussi sur de l'IA pour augmenter un peu le pouvoir de mon cerveau qui diminue petit à petit avec l'âge. Donc voilà, il était temps de montrer cette solution. Alors qu'est-ce que cette solution et quelle est en fin de compte cette expertise? C'est en fin de compte de voir la cybersécurité autrement et Internet autrement, d'où Another Way au final. Alors on parlait des hiboux, comme ça la question est déjà tout de suite... on a déjà répondu à la question. Et donc c'est en fin de compte de voir la cybersécurité et Internet avec d'un point de vue humain. Traiter l'humain, traiter la sécurité humaine, puisqu'on s'aperçoit malheureusement que les principales failles de sécurité sont humaines, eh bien nous avons décidé de mettre en place une solution qui apporte ce savoir-faire de pouvoir se mettre à la place d'un attaquant pour voir qu'est-ce qu'il peut voir de votre entreprise, qu'est-ce qu'il peut voir de chacun de vos collaborateurs, pour voir qu'est-ce qu'il peut croiser aussi comme information et en déduire de vous, pour vous apporter quels sont les scénarios d'attaque contre vous et quels sont aussi les conseils, quelles sont les remédiations que vous allez pouvoir mettre en place pour maîtriser en fin de compte votre image, maîtriser l'utilisation de toutes ces sources ouvertes et d'Internet pour ne pas vous mettre à mal. Cette expérience et cette solution, j'y travaille depuis 18 ans, c'est une expérience que j'ai pu acquérir au sein notamment, alors ça s'appelait Cellar à l'époque, maintenant déjà AMI, puis ensuite plus de 7 ans dans les services de renseignement où j'étais responsable d'opérations offensives en manipulation humaine et croisé ensuite avec forte expérience cyber et de SaaS chez Orange. Donc notre solution,
elle vous met en fin de compte automatiquement dans la peau d'un attaquant ou différents types d'attaquants. Et vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'un attaquant va voir, soit de votre entreprise, soit de chacun de vos collaborateurs sur leur espace personnel. Et sur votre espace, ou sur celui de l'entreprise ou de vos collaborateurs, chacun pourra voir qu'est-ce qu'un attaquant verrait de lui, quels sont ses risques, comment en fin de compte il va pouvoir utiliser toutes ces données et comment il va pouvoir les maîtriser. Donc notre algorithme fait tout ce croisement de données, automatise aussi bien évidemment les scénarios d'attaque en fonction des données récoltées, et puis tous les conseils justement pour pallier et mieux maîtriser son empreinte. Donc nous sommes une société qui a, malgré mes 18 ans d'expérience, on a créé officiellement la société début 2019. Nous sommes actuellement 15, on va passer à 20 bientôt, normalement une quarantaine à la fin 2021. On a eu la chance de faire une levée de fonds de plus de 2 millions d'euros là, pendant la crise Covid. Nous sommes lauréats aussi au concours iLab national et on prépare une série A pour fin 2021. Notre vrai objectif, c'est de faire en sorte que chacun ne soit plus une cible facile. Une entreprise, chacun de ses collaborateurs, chacun devienne un maillon fort de la sécurité. On est les seuls à proposer une solution qui, à la fois, vous fait bénéficier de la vision d'un attaquant sur le côté humain, comment il va s'y prendre pour vous manipuler, comment il va s'y prendre pour faire des attaques par social engineering. Des rapports du ministère de l'Intérieur disent qu'il y a au moins 63% des attaques qui utilisent cela. Et comment vous allez pouvoir lutter contre ça. Et aussi, on a une solution qui ne s'adresse pas qu'aux experts de la sécurité, qui ne s'adresse pas qu'au RSSI, mais qui s'adresse aussi à tout le monde, du COMEX jusqu'à Madame Michu, qui pourra aussi avoir son espace personnel et pourra être aussi supervisée au quotidien et pourra être protégée automatiquement grâce à l'outil. Et bien sûr, bien évidemment, aux experts sécurité qui pourront aussi y trouver leur compte grâce à des interfaces dédiées pour eux. Je vous remercie. Merci. Bon, c'est large, de Madame Michu au grand compte. Vous visez grand. Du COMEX à Madame Michu, mais au final, on s'aperçoit que chacun, dans l'utilisation qu'il a d'Internet et du digital, il y a quand même de grands points communs. Qui sont vos clients? Vous avez déjà... Oui, on a des gros clients de renom, alors soit des grands groupes dans la défense, soit des ETI aussi dans l'agroalimentaire, pas mal de sociétés aussi dans l'assurance et dans la fintech. Donc voilà, je ne peux pas forcément citer les logos, mais en tout cas, voilà, on a pas mal de clients sur qui on a déployé, qu'on déploie encore. Très bien. En tout cas, merci. Merci à tous pour ces présentations. Et puis, je vous invite à venir rencontrer les startups sur le corner et qui répondront aux questions auxquelles je n'ai pas pu toutes les poser, puisqu'on était dans un temps limité. C'est l'exercice. Il est un petit peu cruel parfois, mais voilà, il faut aussi... c'est comme ça, c'est la règle. Donc, merci à tous. Je vous invite maintenant à aller écouter la keynote Tanium qui se déroule en Amphi Prince-Pierre. Et puis ensuite, on se retrouve pour la soirée. Merci. 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 Merci.